Bonjour, alors vous n'êtes pas sur une chaîne tech à la mode, vous êtes bien sur la chaîne Chris 2024. Simplement, cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente sur l'invasion des robots chinois où je parlais du Walker S2. Et il se trouve qu'en faisant des recherches, je suis tombé sur Internet sur une liste de caractéristiques techniques relativement précises sur la partie mécanique, sur la partie informatique, sur la partie énergie, évidemment, hein, c'est quand même le plus important. Donc, on va faire le bilan de tout ça et vous allez voir dans cette vidéo, en fait, euh, quel va être l'impact de ce type de robot, de celui-là en particulier, dans l'économie. Et vous allez voir que on n'en entend pas parler tant que ça, mais à mon avis, ce type de produit, hein, ce robot, a un potentiel beaucoup plus important que l'intelligence artificielle de remplacer des gens à leur poste de travail. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que quand on parle de poste de travail, il y a différents postes de travail. Il y a des postes qui sont très intellectuels et il y a des postes qui sont très manuels, voire quasiment que manuels. Et donc, c'est éventuellement ce type de postes-là qui peuvent être remplacés par ce type de robot. Et il faut le dire, c'est probablement fait vraiment pour ça. Donc, on va voir ça. On va commencer, j'ai voulu faire ça en plusieurs parties. Une mise à jour quelque part de la description technique que je vous avais faite, mais qui était un peu trop légère. Alors, attention, hein, c'est en vulgarisant un maximum, hein, j'ai bien conscience que je ne m'adresse pas à des informaticiens, mais à des gens qui sont dans une multitude d'autres domaines. Donc voilà, je veux dire, je vais être relativement simple. On va voir toute la question des coûts, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Combien ça coûte, combien ça s'achète, quel est le coût de fonctionnement. Et donc, est-ce que c'est envisageable un remplacement de poste par ce type d'outil? Bon, il faut surtout voir ça comme un outil, hein. Et puis j'aborderai la partie investissement, la partie business. Voilà, donc c'est parti. Pour la partie technique, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, euh, le, la taille. Sa taille, c'est 1,76 m. 1,76 m. Il fait à peu près, euh, si il doit étendre les bras, c'est à peu près une envergure de 2,25 m. Son poids, c'est à peu près 70 kilos, à peu près. Le matériau utilisé, donc c'est de l'aluminium renforcé. euh, et ce qui est intéressant, c'est que visiblement, c'est en structure 3D, hein, c'est-à-dire qu'il a été imprimé voilà, en, en 3D. Ils ont utilisé la 3D pour réaliser ça. Et puis, donc voilà, vous avez d'autres, des matériaux élastiques, etc. Ce genre de choses-là. Les... Donc ça, pour les professionnels, hein, je veux dire, même moi, je suis pas trop au fait de ce truc-là. Donc vous avez un certain nombre de degrés de liberté. Degrés de mouvement, hein, c'est les DOF. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose de très connu dans le domaine de la robotique industrielle, hein, les gens qui travaillent chez Renault, etc. Donc vous avez 30 degrés avec le robot simple, 42 degrés s'il a le, les mains de troisième génération et 44 degrés s'il a les mains de quatrième génération. Donc le nombre total de degrés de liberté, c'est 52 dans le meilleur des cas. Alors, les mains sont,
ont été développés de manière vraiment très, très particulière, hein. C'est probablement un des points, je pense, d'innovation sur ce robot. Donc ça peut être euh, 6, 6 degrés de liberté pour une main. Et puis, euh, c'est pour une main classique. Pour la troisième génération, euh, ça va être 11 degrés de liberté à peu près. Voilà. Bon, ça, je vais passer rapidement parce que je pense que ça ne dit pas grand-chose à tout le monde. Alors, au niveau de l'informatique, c'est important parce que l'informatique, ben, ça permet de comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce robot. Parce que, voilà, le robot, il est très loin d'être autonome. Donc, on a un ordinateur, déjà de base, avec un processeur Intel i7, voilà, quad-core, 8 threads, à une fréquence de 3 GHz. Donc, alors, au niveau de la RAM, il a 4 Go en DDR4. C'est pas fantastique, hein. Il a une SSD de 128 gigabits, Internal Stockage ROM Capacity. Alors, je pense que c'est une SSD, 128 gigabits. Voilà. Voilà, là encore, c'est pas absolument fou. Bon, il y a pas mal de puissance de calcul, mais pas tant que ça de puissance de stockage. Après, il y a d'autres. Alors, l'operating system, c'est un Linux basé sur Ubuntu, en fait, hein. C'est un très grand classique. Et puis, vous avez deux processeurs NVIDIA Jetson AGX Orin 64 gigabits, dont le hash rate, c'est 275 TOPS, int 8 computing power. Au niveau de la capacité DRAM, 64 gigabits et l'operating system pour ces modules, c'est Ubuntu et Rosa 2.0. Donc voilà, enfin je veux dire, euh, en fait avec ça, vous avez de quoi faire un traitement comme un ordinateur portable en gros, plus vous avez deux modules qui vont permettre de faire du traitement euh, plus évolué, donc de type intelligence artificielle. Alors, quand on dit intelligence artificielle, il faut faire attention, hein, parce que dans l'intelligence artificielle, en fait, vous avez deux sujets. Vous avez celui que la plupart des gens connaissent, c'est ChatGPT avec les algorithmes de type LLM. Il n'est pas impossible qu'ils aient pu implémenter ce genre de choses, mais de manière très réduite, on va dire. Bon, pour peut-être répondre à des commandes basiques ou ce genre de choses-là. Et puis vous avez la partie machine learning, et puis reconnaissance de forme, reconnaissance de pattern, qui s'appuie sur d'autres algorithmes qui n'ont rien à voir avec les LLM, rien à voir avec ChatGPT, mais qui sont absolument indispensables bah, pour faire la reconnaissance de forme. Euh, Si le robot doit reconnaître des boîtes, des objets, des passages, voilà, il doit utiliser ce type d'algorithme. Et donc, bah, il va utiliser à ce moment-là les algorithmes, les modules dont je viens de vous parler. Alors, contrairement à ce que je vous avais annoncé sur la vidéo précédente, mais parce que j'avais pas tous les éléments sur le site, il y a une communication par comment dire, sans fil. Donc ça veut dire Wi-Fi et 5G. Donc, et Bluetooth. Voilà, vous avez donc Wi-Fi, 5G communication, Bluetooth communication. Voilà, donc vous avez la totale en fait. Voilà, ça me surprenait un peu en fait d'avoir pas vu de communication par réseau à distance. Bon, il y a bien ça. Le Wi-Fi et la 5G peuvent permettre normalement d'avoir suffisamment de débit pour qu'il y ait une conversation et une supervision aussi, hein, parce que bon voilà, vous avez une usine avec différents robots à différents endroits, pouvoir y avoir une supervision de tous ces robots, leur status, etc. Vous avez une communication par Bluetooth,
Ça peut être indispensable. Euh, Cela dit, comme on l'avait vu auparavant, vous avez aussi comme périphérique un gigabit Ethernet et un USB 3. Donc vous avez bien au niveau réseau en fait la communication filaire et sans fil. Bon, tout va bien. Donc voilà. Ensuite, alors très important. En fait, à vrai dire, c'est même autour de ce sujet dont on va beaucoup parler. C'est évidemment les batteries. Donc dans le robot, vous avez la possibilité d'avoir deux batteries de 48 volts à 7 ampères-heure, lithium, etc. Ce sont des batteries Build Your Own Device, BYD, la marque chinoise évidemment. Donc, et puis un chargeur de manière à ce que le robot puisse mettre ses batteries dans le chargeur et les faire recharger. Donc, le temps de charge, en gros, hein, je veux dire, en gros, c'est, bon, ils disent inférieur à 2 heures. Donc voilà, vous pouvez compter à peu près 2 heures. Le temps d'autonomie d'une batterie, euh, si le robot se déplace, c'est 3 heures ou plus. Enfin, bon. Et puis, si le robot déplace des boîtes, etc., donc ça veut dire qu'il transporte de la charge, là, c'est supérieur à 2 heures. Donc 2 heures de charge, 2 heures d'utilisation par batterie. Alors, après, qu'est-ce que vous avez donc? Vous avez un écran donc, de 720 par 720 qui va être affiché sur la face du robot. Vous avez 4 zones de microphone, 2 haut-parleurs. Voilà. Vous avez 4 caméras 1 mégapixel. Et puis vous avez 2 caméras de profondeur RGBD Deep Scan Camera. Donc ça va permettre au robot de pouvoir s'orienter, se déplacer, comprendre son environnement. Enfin non, comprendre c'est pas vrai. Ça va permettre de capturer l'image de son environnement et de calculer les espaces vides, les espaces pleins, etc. Vous avez des capteurs internes, donc un capteur d'altitude de haute précision, hein, un capteur et deux capteurs de force sur six axes. Hein. Ça permet d'avoir une orientation. Alors, les, euh, donc j'en ai pratiquement terminé avec la description technique, hein, mais c'est important de bien poser ça pour voir après quelles sont les implications dans une utilisation business. Donc température d'utilisation, pas terrible, hein, 0 à 40 degrés. Bon. La vitesse de marche, ça c'est impressionnant, 7,2 km/h. Faut pas oublier qu'il se fatigue pas, hein. Donc il est capable de marcher comme ça 10 heures sans problème. Et il vous fait 72 km. Enfin, moyennant la charge des batteries, évidemment. Bon. Euh, Weighted. Donc, par contre, si il est à pleine charge, donc la pleine charge, c'est à peu près une quinzaine de kilos. C'est quand même pas mal. 15 kilos, je veux dire, c'est ce qu'il est capable de prendre sur ses deux bras en même temps. Regardez, par exemple, quand vous partez en randonnée, vous avez facilement un sac à 10 kilos. Donc là, euh, ça fait à peu près 2,5 km/h. Moins de 2,5 km/h. Donc
c'est moins rapide, mais bon, ça reste quand même très raisonnable. La navigation. Donc, il est capable d'appréhender le site avec une précision de plus ou moins 2 centimètres. Euh, de même, et d'en faire aussi une reconnaissance à plus ou moins 2 centimètres. Donc, ça veut dire que dans une usine, un robot de ce type est très capable de se déplacer, de s'orienter, etc. Voilà, j'aurais pas grand-chose d'autre à dire sur les capacités techniques de cet outil. Alors, on est sur une chaîne business, hein, donc la question que vous vous posez tous, ou les questions que vous vous posez tous, c'est d'une part, est-ce que je vais me faire remplacer par un outil de ce type? D'autre part, si vous êtes le patron, est-ce que je vais pouvoir remplacer des employés par un outil de ce type? Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir et on va voir ça avec un calcul. Alors, déjà, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que euh, ce type d'outil, hein, ce type de robot, c'est un outil qui remplace en gros un geste ou qui va remplacer des gestes. Euh, c'est vraiment un outil qui a ou qui doit avoir en fait zéro, si vous voulez, zéro prise de décision, hein. Et même, euh, moi, je recommanderais pas de mettre ce type d'outil euh, dans le cadre comment dire, d'un processus complètement automatique qui prendrait une décision et donc où cet outil finalement deviendrait l'interface finale entre la réalité et le calcul. Voilà. Parce que, euh, voilà, à moins d'un environnement vraiment très extrêmement bien défini, ce qui va être le cas par exemple dans des usines, mais dans des usines par exemple déjà très robotisées, hein, comme ce qui existe dans l'industrie automobile, etc. Il y a déjà ça. Simplement, les robots n'ont pas une forme humanoïde. Voilà. Euh, voilà. Là, l'intérêt quand même de ce type de robot, c'est donc de, d'exécuter un ou plusieurs gestes et un ou plusieurs gestes de manière, comment dire, approximative. Ça veut dire la forme des choses peut changer, la couleur des choses peut changer un petit peu, dans une certaine marge, hein, je sais pas moi, 10-20%, ou peut-être même plus. La taille peut changer, donc ça peut être par exemple le fait de porter des cartons, alors des cartons qui pèsent pas plus de X kilos, hein. Euh, voilà, ça va être des cartons qui vont avoir une taille de, je sais pas, 10 centimètres de long, ou une taille de 50 centimètres de long, ou une taille de 2 mètres de long. Voilà, il y a ce genre de réflexions qui vont être apportées sur le sujet. Moi, je me situe là dans le cadre d'une usine, mais on peut très bien imaginer ce type d'équipement qui va pouvoir être mis en place dans une structure professionnelle annexe, euh, en quelque part back-office d'un service client, de manière à effectuer des gestes relativement simples. Je pense par exemple, il peut y avoir des opérations dans des, par exemple, cabinets d'esthétique, cabinets de coiffure. Bah, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais des mélanges de produits ou le fait de nettoyer de manière particulière certains équipements. Bah, à ce moment-là, plutôt que de mettre quelqu'un sur ce sujet, il vaut mieux l'envoyer servir les clients et avoir ce type d'équipement, ce robot en fait, qui va prendre en charge ce type de geste. Et ce type de geste était il était difficilement envisageable de confier ça à des automates avant, puisqu'il y a toute la partie adaptabilité justement à des circonstances qui vont un petit peu changer. Alors, faut pas que ça change du tout au tout, mais si ça change un petit peu à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc,
Voilà, il y a ce type d'utilisation qui va être possible. Il y a vraiment tout un tas de possibilités, mais il faut vraiment voir ça comme euh, un outil, une extension et surtout un geste technique ou une série de gestes techniques, hein. C'est vraiment, et à ce moment-là, vous pouvez vraiment en tirer les meilleurs bénéfices. Mais évidemment, si vous avez, je reprends l'exemple hein, du film des temps modernes avec Chaplin, comme tout le monde connaît, vous voyez à un moment, il est en train avec ses clés là, de serrer les boulons dans l'usine. Ah, ça, c'est typiquement vraiment le type de boulot qui est capable de réaliser ce type de machine. Donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment remplacer quelqu'un, ce poste-là, de cette façon-là. Donc ça veut dire, maintenant si on rentre sur l'aspect chiffre, ça veut dire vous avez une personne qui est au SMIG. Donc une personne qui est au SMIG, je sais pas, mais si on prend le coût pour l'entreprise, en France, ça doit probablement être quelque chose du style, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais 30 000 euros par an, hein, en brut, hein, brut tout compris, je veux dire, voilà, tout compris, ça doit être à peu près 30 000 euros par an. Pour quelqu'un qui travaille donc 11 mois, en gros 11 mois par an, euh, 8 heures par jour, enfin 35 heures par semaine, hein, et voilà, avec toute la gestion que vous connaissez. Donc voilà, ça c'est à peu près la définition du poste. Voilà. Après, est-ce que c'est intéressant? Hein, imaginons par exemple vous avez identifié que un poste comme ça peut être remplacé par ce type d'outil et vous voulez calculer en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Vous avez euh, à mon avis, quelque chose qui est fondamental, qu'on oublie toujours dans tous ces trucs-là, c'est la durée de vie de ce robot. Parce que un robot comme ça, c'est un robot qui bouge, enfin, je veux dire, il y a des moteurs, il y a des pièces, il y a des frottements, voilà, ça peut avoir une vie assez compliquée. C'est quelque chose que vous pouvez envisager d'amortir, je crois, sur à peu près 3 ans, hein. Ça se calcule généralement à peu près comme ça. Et ça me paraît pas déraisonnable, effectivement, de penser que la durée de vie de ce genre de choses, ça peut éventuellement tourner aux alentours de 3 ans. Ça me paraît pas aberrant. Euh, Après, il faut voir, il y a les questions de garantie, de maintenance, etc. Voilà. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut vraiment compter sur 3 ans. Alors, ensuite, vous allez avoir l'électricité. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans électricité, évidemment, tout ça, ça fonctionne pas. Donc, au niveau électricité, on sait que on a des batteries qui font 48 volts avec 7 volts ampères, pardon, 48 volts, 7 ampères heure. Donc ça donne une idée, hein. Ça donne une idée parce que le temps de chargement, c'est à peu près 2 heures. Donc je fais attention, hein, je vais faire beaucoup d'arrondis. Il est très possible que les résultats soient faux, euh, du double ou au contraire de moitié. Sachez que si ça vous intéresse vraiment, si vous êtes vraiment intéressé par le truc, il y a besoin de refaire les calculs de manière exacte, premièrement. Euh, Deuxièmement, c'est pas seulement une question de justesse des calculs, c'est aussi fonction du geste qui va être accompli et de la charge qui va être transportée par le robot. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, la consommation, elle est de plus en plus importante. Donc ça, c'est vraiment important à tenir compte, hein. Euh, la consommation électrique, elle est très dépendante du geste, elle est très dépendante de ce qui va être transporté. Il faut jamais oublier ça pour faire un plan prévisionnel. Donc, si on se place dans ce qui est donné par le constructeur, voilà, on a à peu près euh, 2 heures de charge sur
le cabinet de charge. Et puis, en termes de durée de vie de la batterie, on a à peu près 2 heures si le robot déplace des boîtes. Donc ça veut dire, voilà, il est chargé. Euh, alors ça veut pas dire qu'il porte constamment 15 kilos, hein, ça veut dire qu'il transporte, voilà, des boîtes. Donc ça, c'est pas super clair, mais ça donne un peu une idée. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une batterie de 48 volts 7 ampères heure, vous allez tenir 2 heures. Donc ça, c'est le premier point. Donc je fais des gros arrondis pour simplifier les calculs, parce que sinon, c'est une prise de tête. Donc pour les batteries, je prends 50 volts et 8 ampères heure. Hein, ça permet comme ça de faire du 400 watts heure, tout simplement. Voilà, ça permet vraiment de simplifier, hein. De toute façon, je vous dis, le calcul peut jamais vraiment être très précis. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait que on consomme du 400 watts heure, bah, à ce moment-là, il faut aller regarder sur le site EDF qui va bien. Et le site EDF qui va bien, il nous dit que, bon, à peu près euh, pour 1 kWh, on est à 0,2 euros, à peu près, hein. Vraiment, je vous le fais à peu près, hein. C'est pas, essaye pas d'être sur un truc très exact, ça sert à rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si on fait un calcul, donc ça veut dire que donc je fais 0,4, hein, c'est normal, hein, parce que on fait pas 1 kWh mais 400 Wh, donc c'est pour ça on fait 0,4 multiplié par, on a dit 0,2 euros par kilowattheure, multiplié multiplié donc par 24 heures, hein, sur une journée. Voilà, je fais le calcul en même temps. Multiplié par 365. Voilà. Alors, et là, vous allez me dire, mais tu te trompes complètement. Du délire. Pourquoi 24 heures 365? Et oui, parce que là, on est dans le monde fantastique des robots. Dans le monde fantastique des robots, eh ben, ils travaillent toute la journée, de, du, du début de la journée à 0 heure, et il finit sa journée, ben, il la finit pas. Il travaille jusqu'à minuit comme ça, sans repos, tout le temps, de manière continue. Pendant qu'il travaille, les batteries se chargent et ensuite il change ses batteries. Il le fait lui-même, c'est son temps de pause, hein. Et toutes les 2 heures, il a le droit à une pause de 5 minutes pour aller charger ses batteries. Et il fait ça 365 jours. Il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de rien. Voilà, c'est son truc. Ça nous donne le chiffre magnifique, ouais, de à peu près 700 euros par an. D'accord? 700 euros par an. Alors, c'est vraiment très approximatif, hein, encore une fois. Ça peut être 350, ça peut être 1400 euros. C'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir un ordre de grandeur. Sur 3 ans, ça fait un coût d'électricité de 2102 euros. Voilà.
Donc, mais alors attention, hein, je vous répète, ce genre de calcul, il doit être fait pour le robot, l'application, voilà, je vous montre plutôt un exemple de calcul, pas quelque chose de vraiment. Voilà. Donc, alors maintenant, vous allez me dire, bon, bah, tout ça c'est très bien. Quel est le prix du robot? Alors, le prix public, il est donné en cette fin 2025 à peu près 80 000 $ l'équipement. Maintenant, si vous voulez, ça c'est des prix publics. C'est des prix publics qui vont être affichés comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Mais euh, il n'est pas impossible probablement de tomber assez rapidement ensuite sur des promotions ou ce genre de choses-là. Peut-être il peut tomber à 70 000, peut-être même 60 000. Peut-être il va y avoir de la concurrence. Enfin, moi, je suis persuadé qu'il va y avoir de la concurrence acharnée sur ce genre de choses-là. Alors, je veux dire, il y en a sur les drones, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas sur la robotique parce que c'est tellement évident. Donc voilà, vous pouvez imaginer peut-être, donc en cette fin 2025, le bout à peu près 70 000 € par an, hein, si on traduit le dollar en euros. Donc 70 000 € par an, pardon, pour l'acheter. Et puis après, en 2026, peut-être il vaudra 65 000 €. Et puis en 2027, euh, euh, peut-être vous pourrez le toucher à 60 000 €, hein, par exemple. Donc, voilà, ça vous donne à peu près, là vous avez à peu près une idée du prix. Donc vous allez payer euh, l'électricité, bon ça on en a parlé, 2 000 €, hein, 2 000 € sur 3 ans. 2 000 € sur 3 ans, vous allez donc payer le robot, on va dire donc 70 000 €, là, qui vont être aussi là sur un investissement de 3 ans. Donc ça va être votre coût. Éventuellement, il va y avoir probablement du coût de service, hein. Donc sachant qu'il est à bah, vous pouvez peut-être avoir en tout là-dessus, peut-être je sais pas, 10% de service, peut-être beaucoup, mais à un moment donné, il va quand même bien falloir. Voilà, vous avez quand même un ordinateur, hein, je veux dire, c'est pas. À un moment donné, vous avez quand même besoin d'une compétence minimum en informatique, pas loin, pour pouvoir, ne serait-ce que même faire des choses de base avec ça. Donc on peut imaginer, voilà, arriver à peu près 80 000 € sur 3 ans. Moi, ça me paraît quelque chose qui me paraît à peu près raisonnable. Donc si on prend 80 000 € sur 3 ans, donc divisé par 3, ça fait 26 600 €. Ouais, bon, 27 000 euros. 27 000 € par an, hein, si on rapporte ça à l'échelle d'une année. 27 000 € par an. Mais, attention, c'est pour un travail de 24 heures sur 365 heures. Donc, ça veut dire que si vous remplacez par exemple un poste humain, en fait, vous remplacez un poste en 3/8 sur 365 jours. Donc, un poste en 3/8 sur 365 jours, c'est l'équivalent de, je sais pas, 4 ou 5 employés en fait. Donc, le, si vous voulez, si c'est dans le cadre du remplacement d'un geste, c'est évident que ce type d'équipement, c'est dévastateur en fait pour des gestes de base.
C'est vraiment, c'est tellement évident, quoi. Je veux dire, ça se discute même pas. Ça veut dire tous les métiers à la chaîne, ce genre de choses-là, euh, bon, sont directement impactés par ça. Alors attention, euh, je parle bien du geste, hein. Je parle pas, par exemple, du contrôle qualité ou ce genre de choses-là. Parce que si vous voulez, c'est pas la même chose. Là, on parle d'un outil qui fait de l'appréhension, qui fait de la reconnaissance de forme, etc. Mais de ce que je comprends, il n'est pas capable, si vous voulez, par exemple, de faire de l'analyse de qualité d'un produit très très poussée, selon des caractéristiques, etc., comme pourrait le faire un opérateur visuel humain, par exemple. Hein, donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'à la limite, dans ces cas-là, euh, vous pouvez améliorer, par exemple, l'efficacité du travailleur humain en lui associant un robot. Hein, je veux dire, il faut arrêter de... Bon, si j'ai fait cette démonstration, c'est pour un peu percuter les esprits. Mais moi, je pense que le robot, cet outil-là, il trouve vraiment bien sa place en utilisation complémentaire d'un poste humain. C'est-à-dire que l'humain va pouvoir consacrer son attention à des choses de haut niveau, par exemple le contrôle qualité, on va dire par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire. Bon, je ne suis pas un spécialiste du domaine, hein, donc excusez-moi si je dis une bêtise, mais voilà, pour vérifier la qualité, je sais pas, des fromages par exemple qui vont être enveloppés ou ce genre de choses-là, ou je sais pas ce que ça peut être, hein, voilà. Et donc lui, il peut regarder ça, et le robot peut faire les manipulations qui vont bien euh, suite aux décisions qui vont être prises par l'être humain. L'être humain, il va pouvoir à ce moment-là communiquer sa décision au robot, soit directement par la parole, soit par un geste, soit par un bouton ou par ce genre de choses-là. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que pour moi il n'y a pas photo. Pour moi il n'y a pas photo. Et le truc existe, il est là. Et voilà, je fais pas d'affiliation encore dessus, mais je suis pas persuadé que j'en ferai pas. Parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Alors, donc voilà, ça c'était pour la partie, donc on a vu la partie technique, une description un peu plus particulière. On a vu ensuite les cas d'usage. On a vu dans un business ce que ça peut donner. Moi, ça me paraît a priori comme ça assez intéressant. Bon, bon, il peut y avoir les bugs, etc., hein, évidemment. Enfin, je veux dire, après, il y a toute la mise en pratique, hein. C'est pas si simple et faut pas s'imaginer que ça va remplacer tant de diversité de postes que ça. C'est vraiment les trucs très basiques. Mais bon, il y a quand même un très grand intérêt. Et si en 2025, on est sur ce type d'équipement, je doute pas que dans 3 ans, dans 5 ans, là, il y a vraiment des choses qui soient vraiment beaucoup plus élaborées. Euh, et donc, si vous voulez, c'est important pour tout le monde de bien le savoir, pour les employés de bien comprendre bah, où ils en sont, et pour les employeurs de bien voir aussi les différentes possibilités qui sont offertes. Euh, on peut, si vous voulez, on peut critiquer. Néanmoins, ce type d'outil peut par exemple permettre, et là on rentre dans le troisième volet de la vidéo, ce type d'outil peut permettre de sauver paradoxalement les emplois dans des pays comme la France. Pourquoi ça? Parce que ce type de travail, c'est des travaux qui sont éminemment délocalisables. Ce sont des travaux qui sont, surtout dans le cadre de la mondialisation, qui sont des travaux qui sont appelés en fait à être délocalisés, à être envoyés à l'étranger. Euh, vous le voyez bien avec le calcul qu'on vient de faire, euh, c'est c'est tellement évident. Si vous êtes dans des pays à bas coût, le calcul qu'on vient de faire, il est beaucoup moins évident que ça, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple,
euh, des entreprises qui ont un savoir-faire technologique en France, en Europe, elles peuvent garder la maîtrise de leur fabrication en Europe en utilisant ces robots sans être obligés de délocaliser je ne sais où et d'envoyer leurs secrets je ne sais où, parce que c'est le problème aussi de la délocalisation. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, on va vendre tel équipement à tel pays, et que, il y a du transfert de technologie qui va se faire, soit de manière contractuelle, soit de manière informelle, parce que bah, dès l'instant où il y a de la... ça se passe comme ça, bah, où il y a de la fabrication faite localement, bah, nécessairement il y a de l'espionnage industriel et ce genre de choses-là. Donc tout peut rester localement dans le pays, dans le pays de l'industriel. Euh, donc le poste, même s'il est, comment dire, remplacé par un robot, ou s'il y a un robot qui prend le poste plutôt qu'un être humain, euh, la création de valeur, elle reste sur le territoire national. Elle part pas à l'étranger, chez un concurrent. Chez un concurrent qui va éventuellement couler l'entreprise en France, qui va récupérer les bénéfices de ce qui a été produit. Hein, c'est parce que c'est ça aussi, en fait, c'est une lutte de tous ces trucs-là. Et donc, ça peut permettre comme ça, eh ben, à des pays où ça devient très très compliqué d'embaucher les gens, vraiment très compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises en France. Alors maintenant, en 2025, où la crise commence à s'accentuer, ça commence à être un peu difficile, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont jamais pu embaucher pour telle ou telle chose de base. Ils auraient bien aimé, mais c'est tellement compliqué qu'ils veulent pas faire ça. Il y a aussi la question de passer les seuils sociaux, etc. Donc pour éviter ça, eh ben, elles délocalisent, elles font partir le travail à l'étranger. Là, bah, finalement, elles ont les avantages sans trop les inconvénients. C'est-à-dire que elles ont la possibilité de mettre en place des robots où il n'y aura pas tous les problèmes liés à l'embauche de spécifique hein, de personnel en France. Puis je veux dire, c'est propre à la France et malheureusement, c'est un cauchemar pour les entreprises en France. Donc ça peut permettre en fait une création de postes virtuels qui permet la création de richesses réelles et qui est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Vous voyez un peu le raisonnement. Donc c'est pour ça il faut plutôt voir ça comme une grande chance pour des pays où la complexité administrative est devenue absolument ahurissante, parce que ça peut permettre justement d'apporter aux entreprises quelque part eh bien, une force de travail sans finalement la contrainte à devoir délocaliser dans un premier temps sa production, dans un deuxième temps la totalité de l'entreprise. Je veux dire, il y a pas mal d'entreprises qui sont parties ou qui sont en train de partir de France. Donc, ce type d'outil peut permettre eh ben, d'atténuer ce genre de problème. C'est pour ça que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut bien comprendre que cette robotisation, elle est plutôt bénéfique pour les pays à fort coût, comme les pays comme la France, que pour les pays à bas coût, comme pour les pays comme la Chine. Je ne suis pas persuadé que ça soit super rentable d'installer ça dans une usine chinoise. Par contre, je suis très convaincu que c'est extrêmement rentable de mettre ça en place ça dans un environnement français. Euh, plus la partie gestion des ressources humaines est compliquée, enfin, sujette à redressement juridique, à tout, enfin, tout ce fatras de trucs connus en France, plus la robotisation, elle présente un intérêt indéniable. Donc voilà. Alors maintenant, euh, en termes, je vais, je vais traiter après l'investissement.
Pour les employés, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'employés? Si vous avez un, un boulot qui est vraiment très très répétitif, c'est vrai que, alors, un boulot qui est très répétitif et qui ne nécessite pas de votre part, ça c'est important quand même à comprendre, une expertise particulière. Je veux dire, vous pouvez avoir un travail manuel avec un geste très répétitif, mais qui nécessite une expertise importante. C'est-à-dire, par exemple, vous devez trier des composants électroniques, je ne sais pas si ça se fait encore, ou vérifier, par exemple, que un composant électronique, un équipement électronique a été câblé correctement. Euh, Ça peut varier selon des séries, selon des choses, selon des machins comme ça. Euh, et vous avez développé une expertise. Vous voyez, c'est pas le genre de choses qui est facile à transmettre. Je pense que vous êtes encore tranquille pour quelques années. Euh, voilà. Par contre, si vous n'avez pas d'expertise, si votre but c'est juste de mettre des boîtes d'un endroit et de les mettre dans un autre, là pour le coup, c'est clair que votre poste il est directement menacé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que c'est ça en fait l'idée. Moi je dirais, dans ce genre de situation, il faut essayer de prendre le train en marche. Ça veut dire euh, de vous mettre à la robotique vous-même. Donc ça veut dire prendre des cours, euh, essayer de comprendre comment on peut l'installer. Je veux dire, ce type de robot, ça va avoir besoin de beaucoup d'installations, de beaucoup de ressources, de beaucoup de gens à tous les niveaux. Il y a pas, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de polytechnicien pour aller installer un photocopieur. Bah, là, c'est exactement pareil. Pour installer un robot, vous n'allez pas chercher des gens qui ont fait bac+12. Vous avez besoin, même sans diplôme, en fait, pour une installation de base. Et si ça se généralisera sur le territoire, là, il va y avoir besoin de ressources, de gens pour euh, les mettre en place, etc. Euh, D'autres robots ne pourront pas faire ça parce que les robots n'ont pas l'adaptation nécessaire à l'environnement. Alors ça arrivera peut-être dans 10 ans, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Euh, et euh, donc voilà, vous allez devoir installer des robots comme maintenant on installe des PC ou ce genre de choses-là. Ça c'est tellement évident. Euh, donc vous pouvez vous reconvertir sur l'installation de robots. Encore une fois, ça ne demande pas des compétences particulières. Euh, et si vous pouvez présenter ça dans votre CV, vous allez vraiment être très recherché dans les années qui viennent. Et plus ça va aller, en fait, plus vos compétences vont être recherchées dans le domaine. Euh, euh, Voyez ça comme l'installation de PC, parce qu'en fait, c'est pas autre chose qu'un PC. C'est un PC qui a des bras, des jambes, une tête, etc. Mais ça reste un ordinateur, ça reste des cartes graphiques, ça reste des choses comme ça, avec tous les besoins nécessaires, tous les besoins d'intervention, tous les besoins de maintenance, les besoins de câblage. Euh, on- Vous avez la possibilité de relier ce truc-là par Wi-Fi, donc quelque part, il va falloir installer des bornes Wi-Fi pour pouvoir communiquer avec ces robots. Vous voyez, il y a tout un tas en fait de métiers qui vont éclore autour de la robotique et qui vont, à mon avis, hein, largement compenser les éventuels remplacements de postes qu'il y aura eu à cause des robots. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Ça fera comme dans le domaine informatique, quand est arrivé l'ordinateur, la micro-informatique, hein, c'est ce qu'on a vu dans les années 90. On a vu l'informatique, la micro-informatique qui est réellement débarquée dans les entreprises. Encore une fois, les gens qui ont pris en charge les installations de PC, de choses comme ça, c'était pas des gens qui avaient fait bac+10. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas fait, même pas eu votre, je sais pas, BEP, CAP ou je sais pas quoi. Bah, vous êtes quand même capable de travailler là-dessus parce que c'est pas si compliqué que ça
et que voilà, et puis c'est voilà, vous pouvez travailler là-dessus. Après, vous allez avoir d'autres personnes, les techniciens, les ingénieurs, qui eux vont s'attacher à programmer l'intérieur du robot, etc. Il faut voir une chose, avec le vieillissement de la société, ce type d'équipement va se généraliser. C'est une nécessité, c'est une obligation. On peut se poser la question de l'intelligence artificielle parce que si vous voulez, l'intelligence artificielle a un problème actuellement. Je ne vais pas aller sur le sujet, mais juste aborder ça légèrement. L'intelligence artificielle actuellement, vous avez un problème de compréhension de ce que ça apporte vraiment. Et pour l'instant, les gens se cherchent sur le sujet. Alors que là, avec ce robot, avec quelque part le remplacement du geste, si vous voulez, on est sur une phase absolument différente. La première phase comment dire, découverte est déjà passée. Et là, vous êtes à la mise en place, à l'application. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont euh, déjà possibles, puisqu'il s'agit du remplacement d'un geste déjà préexistant. Et cet outil-là n'est pas un outil que je classerais dans la catégorie intelligence artificielle, bien que j'imagine beaucoup de gens veulent essayer de faire ça pour pouvoir faire mousser le truc, mais plutôt dans la catégorie de l'amélioration des outils qui sont déjà à la disposition des, des entreprises et même des particuliers. Il est évident que sur euh, des outils comme ça, on n'est pas loin. Alors je ne sais pas si ça peut encore prendre en charge des, être pris en charge dans un environnement particulier. Je ne le conseillerais pas nécessairement comme ça, on va dire, ou dans des situations particulières. Mais, euh, mais par contre, voilà, ça vraiment. Donc je pense que faut pas avoir peur, là encore, de ce truc-là. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. On est en train, j'en parle souvent sur la chaîne, d'entrer dans une crise extrêmement grave, une crise économique extrêmement grave. Ces robots, ils peuvent être une réponse à la crise. D'une part, en permettant aux entreprises sur le sol national français de retrouver des marges de manœuvre. D'autre part, en permettant à des gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes ou pas de diplôme du tout, en fait, de trouver du travail ou de retrouver du travail en travaillant sur ce type d'équipements qui vont arriver, on peut l'espérer, en masse dans les trimestres et les années qui viennent. Donc voilà, vous allez me trouver très optimiste, hein, mais si vous voulez, je viens de vivre un certain nombre de révolutions informatiques. Euh, la révolution informatique des entreprises des années 90, puis la révolution des réseaux sociaux et la révolution de l'intelligence artificielle, etc. Donc si vous voulez, il ne faut pas me la raconter. Dire, voilà, vous avez envie de discuter, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, franchement, vous n'aurez pas le dernier mot sur le sujet. C'est la manière dont je vois vraiment définitivement les choses. Après, il y a des problèmes qui se posent d'industrialisation, d'autonomie, de souveraineté, de RGDP, de protection des données personnelles. Il y a toutes ces choses-là, ça c'est vrai. Mais voilà en gros tracer le tableau. Je pense que pour moi, la robotique, l'intelligence artificielle, le Web3, ça fait partie des technologies qui vont émerger de cette crise. Donc, ça veut dire que si vous m'écoutez, si vous n'avez pas de boulot, ou vous êtes au chômage, ou voilà, vous cherchez des solutions pour l'avenir, ça, ce sont de vraies solutions qui seront pérennes pour l'avenir. Elles peuvent vous permettre maintenant de vous former, parce que les gens voudront vous former là-dessus, de trouver du travail, parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront besoin de vos compétences, et d'évoluer dans l'avenir, et dans 10 ans, de devenir riche, parce que vous aurez su profiter de cette vague-là. Voilà pour ce que je voulais dire. Ensuite, pour la partie investissement. Quelque part, dire si vous avez suivi la vidéo jusqu'à ce stade, dont je vous remercie,
Euh, au niveau de l'investissement, vous comprenez un peu tous les tenants et les aboutissants maintenant de ce dont je veux parler. Euh, je vais revenir brièvement sur le sujet. Et si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous conseille de la réécouter. Euh, pour les investisseurs. Donc, moi, je considère que euh, vous devez euh, faire éventuellement appeler un spécialiste, hein, je veux dire, pourquoi pas, pour auditer qu'est-ce qui peut être remplacé chez vous euh, par des robots. Donc, en fait, c'est rechercher les gestes, hein, c'est pas remplacer les postes, c'est rechercher les gestes. C'est ça qui est important à comprendre. Vous n'allez pas remplacer une personne, vous allez remplacer les gestes que font une personne. Après, libre à vous de requalifier le poste de la manière qui vous intéresse. Premièrement. Deuxièmement, ça va être éventuellement, bah, si c'est pas pour remplacer, peut-être vous allez découvrir des gestes nécessaires que vous n'avez pas pu, euh, comment dire, que vous n'avez pas pu équiper quelque part euh, parce que bah, faute de trouver les ressources humaines, faute de moyens, etc. Donc là, éventuellement, vous allez pouvoir le faire. Donc ça, c'est intéressant. Euh, et puis, bon, vous avez les autres économies, la réduction de coûts, etc. Voilà. Vous avez la possibilité, donc ça, c'est plutôt pour les chefs d'entreprise, hein, vous avez la possibilité aussi quelque part de protéger votre business. Parce que quand vous envoyez des pièces ou des choses pour faire les gestes simples à l'étranger pour pas cher, quelque part, vous mettez en danger votre production sur le court terme parce que vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer. Sur le long terme, et là c'est beaucoup plus sûr, parce que votre production, elle va être accaparée par d'autres et va vous revenir comme concurrent quelques années plus tard. J'ai vécu en Chine, j'ai travaillé en Chine, j'ai vu comment ça se passait. Et bah, les pauvres entreprises européennes, bah, malheureusement, se font exploser de cette façon. Par leur naïveté. Euh, donc ça peut être une façon, comme ça, de garder la chaîne de production géographiquement en Europe, avec des coûts qui vont être des coûts monstrueusement moins importants et qui vont être très compétitifs à ce que vous auriez pu trouver en, en, en- en réalisation délocalisée, hein. Donc ça peut vous permettre comme ça de vous épargner les affres de la mondialisation, de la délocalisation. Euh, et puis, bon, ça vous donne un pied dans l'avenir. C'est pas gratuit, hein. Et quelque part, ça peut vous permettre par la suite d'envisager de vraiment moderniser beaucoup vos productions. Alors attention, hein, ça peut être aussi la production de services. Après, on peut imaginer le robot utilisé dans tout un tas de types d'industries différentes, hein. Je sais pas, la boulangerie, ça peut être la restauration, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être vraiment partout, la grande distribution. Il n'y a pas vraiment de secteur en fait où ça serait inutile. Pour moi, je répète un peu ce que j'ai dit, mais c'est vraiment comme l'arrivée de la micro-informatique. Donc voilà, ça envahit partout bah, de la même manière. Euh, donc après, bah, vous allez avoir vous aurez une montée en gamme de votre, de vos gestes quelque part. Et bah, comme ça, vous allez pouvoir être beaucoup plus concurrentiel et afficher aussi une modernité, en faire un argument de vente, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Pour les investisseurs maintenant, pour les gens qui veulent investir dans des entreprises, bah, je pense que vous avez là encore compris un peu la problématique. Je pense que vous avez tout intérêt, si vous êtes actionnaire, si vous êtes investisseur dans une entreprise, je sais pas, business angel, etc., à pousser ce genre de solution un maximum.
parce que ça vous permet vraiment de protéger votre valeur. Et puis ça va permettre à l'entreprise dans laquelle vous investissez d'avoir vraiment tous les atouts pour elle. Maintenant, si vous investissez, alors là je fais un petit disclaimer, euh, je suis obligé. Je ne suis pas un spécialiste du domaine de l'investissement. Pour tout ce qui est l'investissement, vous devez en référer à un professionnel, ce que je ne suis pas. Et tout investissement comporte des risques en intérêt ou en capital. Donc vous devez faire très attention. Alors, l'investissement en bourse. Moi, je considère, encore une fois, hein, c'est un avis, hein, c'est pas une prévision. euh, je trouve vraiment cet aspect très positif. Peut-être que le prochain next du Nasdaq sera sur ce type de robot. Et voilà, je vous le dis tel quel. Après, faites-en ce que vous voulez, hein, je veux dire, mais c'est ma pensée. Donc je vous donne pas des niveaux de prix, je vous donne pas des noms de boîtes, etc. Ensuite, il y a tout un travail, toute une démarche à faire. Éventuellement, si je dois me livrer à ce genre de travail, je le ferai dans le membership à faire. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez, je pense que euh, après avoir balayé tous les profils et toutes les possibilités, bon, la vidéo, elle est longue, mais je pense qu'elle est vraiment indispensable. Euh, Elle est indispensable parce que je pense qu'elle est assez vulgarisée pour tout le monde. Tout le monde peut vraiment écouter, comprendre ce qui s'est dit. Euh, et Ça peut vous permettre d'avoir les éléments que vous n'avez pas sur les autres sites d'information qui vont chercher à vous faire peur, qui vont chercher voilà, qui ont des idées politiques derrière la tête, etc. Moi, j'ai voulu analyser ce truc-là de manière la plus froide possible, technique, business, investissement. Après, tout le reste, tout ce qui est de l'ordre du fantasme, des trucs comme ça, bon, je dis pas que ça m'intéresse pas, hein, moi aussi j'aime bien la science-fiction, le fantastique, etc. Mais bon, voilà, à un moment donné, l'imaginaire doit rencontrer la réalité. Je trouve que avec ce type d'équipement, eh ben, ça le fait tout à fait bien. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.